Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'objet de ce webinaire aujourd'hui, c'est l'imposition pour les revenus financiers en Israël. On va faire le distinguo sur pendant les 10 ans et après les 10 ans de Aliyah. Donc tout d'abord, il faut une petite présentation, comme d'habitude. Donc le cabinet c'est Drey Natco. On est expert comptable en Israël, fiscaliste. On a un cabinet à Tel Aviv et à Jérusalem. On est spécialisé dans la comptabilité et la fiscalité israélienne, française et anglaise. Et puis voilà, là vous avez les coordonnées du cabinet s'il y a besoin de nous contacter. Euh, le petit tour de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, le sujet, c'est les revenus financiers en Israël. Pendant les 10 ans, on va vérifier l'imposition en cas d'activité commerciale, par exemple, l'imposition sur les revenus en shekel. On va ensuite voir l'imposition après les 10 ans sur le type de revenus classiques, comme les intérêts, les dividendes, les plus-values, avec une différence entre les actions et les obligations. On va ensuite vérifier le placement en devises étrangères également. Et on va faire un petit tour sur la fin sur quels sont les frais déductibles. Et puis, comme d'habitude, quelles sont nos recommandations et une petite place pour les questions et réponses. Donc, quelques règles de base. Déjà, les revenus financiers en Israël sont considérés comme des revenus passifs. Ça veut dire quoi, revenus passifs? Ça veut dire que ce sont des revenus qui ne nécessitent pas une implication personnelle. Il suffit, comme je prends toujours le même exemple, il suffit de se réveiller le matin et de respirer pour percevoir ces revenus comme des intérêts, des dividendes, des plus-values. Je n'ai pas mis ici, c'est des loyers parce que c'est pas l'objet du webinaire, mais les loyers rentrent aussi dans la catégorie de revenus passifs. Dans la catégorie des revenus passifs, il faut donc bien comprendre que on a une vraie distinction qui est faite dans la loi israélienne sur les revenus financiers. Autre règle de base, les pertes sont déductibles. Donc, on va pouvoir avoir une déduction en Israël et une imposition sur le bénéfice réel qui est constaté par l'activité. Les frais de gestion également sont déductibles. On va avoir par la suite toutes les différentes dépenses que l'on va pouvoir demander en déduction. Et comme c'est marqué ici, l'imposition est appliquée sur le revenu après des pertes, sur le revenu fiscal imposable. Également très important de comprendre cette notion, si vous avez moins de 60 ans, l'imposition sur le revenu passif en Israël est de 25%, c'est un taux fixe. Je répète, si vous avez moins de 60 ans, l'imposition c'est 25%. Si vous avez plus de 60 ans, c'est jusqu'à 25%, c'est-à-dire que c'est plafonné à 25%. Et la banque, comme elle ne connaît pas vos autres types de revenus, elle va automatiquement déduire 25% à la source, elle va prélever 25% d'impôt à la source. Ce prélèvement automatique réalisé par la banque va nous donner la possibilité d'aller très souvent faire de l'optimisation fiscale sur votre imposition sur les revenus financiers. Donc je répète, il y a une vérification, une distinction entre l'âge de la personne qui perçoit les revenus financiers si la personne a plus de 60 ans ou moins de 60 ans. Pendant les 10 ans, on le sait tous, les revenus passifs générés à l'étranger pendant les 10 ans sont exonérés. Donc, à partir du moment où vous avez des titres, des actions, des obligations, des coupons, des dividendes de votre société à l'étranger, etc., tout ça, c'est exonéré pendant les 10 ans. Ça peut, je précise, même si c'est géré par une banque israélienne, dans une banque israélienne, vous avez un compte bancaire à la Discount, à la Leumi, à la Mizrahi, peu importe, vous gérez depuis là-bas votre portefeuille d'actions, même si c'est une banque israélienne qui va gérer vos actifs, étant donné que le sous-jacent, le produit en lui-même, est un revenu, est un titre étranger, la source du revenu est étrangère, et donc vous êtes exonéré pendant 10 ans. Je précise également que si vous avez des placements en devises étrangères, donc des comptes à terme en devises étrangères, à ce moment-là, l'exonération est valable pendant 20 ans et non pas 10 ans. Donc on sait qu'en ce moment, le dollar est très rémunérateur. Si vous avez fait des placements en devises en dollars, simplement, vous avez placé de l'argent et vous êtes rémunéré en dollars, vous avez la possibilité d'étendre votre protection, votre exonération fiscale sur une période de 20 ans au lieu de 10 ans. Pour les titres israéliens, il y a une imposition en Israël, même si vous êtes au Lechadash, même pendant vos 10 ans. Donc, si vous avez des titres israéliens, des actions israéliennes à la bourse, vous êtes imposé là-dessus selon le même critère qu'on a vu, soit 25% si vous avez moins de 60 ans, soit jusqu'à 25% si vous avez plus de 60 ans.
Très souvent, nous, on a des clients qui vont placer dans des coopératives, des fonds de placement, notamment sur le gaz avec tous les projets Léviathan, Tamar, etc., qu'il y a Baruch Hashem en Israël. Donc, dans ces cas-là, bien vérifier, puisque ce sont des produits israéliens, ou en tout cas marketés Israël. Du coup, c'est imposable même pendant vos 10 ans. Donc, peu importe si vous êtes au Hadash ou pas, vous êtes imposé là-dessus. Très souvent, il va y avoir un prélèvement à la source qui est réalisé par soit la banque qui accompagne le projet, soit le fonds de placement qui va accompagner le projet. Et là aussi, faites bien attention en fait, quel est le taux qui vous a été appliqué? Est-ce que c'est 25%? Parfois, moi, je vois des taux qui sont appliqués à 50%, ce qu'on appelle le mas chouli. C'est le taux maximal d'imposition en Israël. Dans certains cas, le prélèvement à la source ne répond pas du tout aux critères de l'imposition. Donc, faites bien attention. Si vous avez de ce type de placement, prenez contact avec un expert comptable parce que ça vaut le coup de vérifier. On peut récupérer des sommes assez importantes ou bien constater des dépenses, enfin des pertes assez importantes. On va y revenir un peu plus tard. Je précise juste, à part le fait que la banque ne connaît pas vos autres revenus, la banque souvent ne connaît pas aussi ce système d'imposition. Les plus de 60 ans peuvent avoir une imposition qui est inférieure à 25%. C'est-à-dire la banque, elle, fait rentrer automatiquement la date de votre taux d'atolé dans son registre et les impôts sont imposés automatiquement. Donc la banquière en elle-même, souvent, c'est pas intentionnel de leur part, c'est qu'ils ne connaissent pas ce système. Donc c'est pour ça que c'est très important, vraiment, comme a dit Nathaniel, de bien vérifier avec votre expert comptable. Tout à fait. Mais ça, on va y revenir après justement sur le problème de non-distinction de la part de la banque. Faites attention également pendant les 10 ans de ne pas être requalifié comme une activité commerciale. Une activité commerciale, c'est une activité qui peut être dans ce cas-là imposée, même si les titres, ou en tout cas les sous-jacents, sont des titres étrangers. Si, en fonction du volume, la fréquence d'opération, est-ce que vous avez ou non un gestionnaire? Si vous avez un gestionnaire, ça veut dire que c'est passif pour vous, c'est pas vous qui faites le travail. Mais si vous n'avez pas de gestionnaire, vous connaissez la bourse mieux que personne, c'est vous qui vous levez le matin, vous allez vous-même donner les ordres, placer les ordres, être en contact avec la banque et faire des volumes d'opérations, ou bien même choisir la nature des produits qui sont à consonance risquée, des options, des calls d'écoute, des choses qui demandent une certaine qualification. Les impôts en Israël peuvent vous qualifier d'activité commerciale et à ce titre-là, puisque l'activité serait faite depuis Israël, on ne regarderait pas le sous-jacent du produit, on regarderait le critère de l'activité. Donc faites bien attention à ne pas être qualifié sur une activité commerciale. Et je vous rappelle également qu'il y a une obligation déclarative, même pendant les 10 ans, si jamais votre volume de transactions annuelles de titres imposables, je précise de titres imposables pendant les 10 ans, donc de titres israéliens ou de fonds de placement, comme on l'a expliqué, dépasse les 2,6 millions de shekels. Je ne parle pas à nouveau de l'assiette fiscale, je parle du volume de transactions. Si vous avez acheté et vendu des actions ou des produits pendant l'année fiscale et que le volume de transactions échangées dépasse 2,6 millions de shekels, vous êtes dans l'obligation de rendre une déclaration fiscale annuelle. On continue, et je pense que là c'est le plus intéressant, c'est que c'est sur la partie après les 10 ans, comment ça se passe. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre que c'est une imposition mondiale. L'imposition en Israël après les 10 ans et fonctionne sur une base d'imposition mondiale et non territoriale, ce qui veut dire que peu importe où votre actif est géré, ça peut être en Suisse, ça peut être aux Bahamas, ça peut être en Israël, où vous voulez, à partir du moment où vous êtes résident fiscal israélien après les 10 ans de votre alia, vous êtes imposé mondialement sur l'ensemble de vos revenus mondiaux. Quels sont donc les taux d'imposition? Tout ce qui est intérêt et dividende, comme on l'a expliqué, c'est une imposition de 25%. Faites bien attention, pour les intérêts et pour le dividende, on va regarder le jour du paiement, le jour de la réception du paiement, et non pas éventuellement, par exemple, dans le dividende, si jamais il y avait des réserves qui existaient avant la fin de vos 10 ans et que vous avez décidé de distribuer ces réserves après la fin de vos 10 ans, les impôts israéliens vont regarder à quel jour vous avez reçu le paiement et ils vont vous imposer à 25% en fonction du jour de réception. Donc faites très très attention à ne pas laisser par exemple des réserves, c'est une première recommandation, ne laissez pas, si vous avez des sociétés à l'étranger qui ont des réserves importantes, distribuer ces réserves avant la fin des 10 ans. Parce que si vous distribuez avant la fin, il n'y a pas d'impôt. Si vous distribuez après, même un jour après la fin de vos 10 ans, vous êtes imposable à 25%. Et même s'il y a une décision d'assemblée qui a décidé de distribuer, ça ne suffit pas par rapport aux impôts. Ils demandent souvent, les clients nous ramènent des protocoles comme quoi ils avaient décidé de distribuer rétroactivement, ça compte pas. Ils veulent voir seulement le paiement, comme l'a dit Nathaniel, c'est important. Voilà, tout à fait. Je précise juste,
je fais une petite nuance ici, si on a un protocole de l'Assemblée générale qui décide d'une distribution de dividendes avant la fin de vos 10 ans, peu importe si vous n'avez pas la trésorerie au moment du protocole de l'Assemblée générale, mais que vous aviez des réserves suffisantes pour pouvoir distribuer, mais même s'il n'y a pas eu de paiement, l'administration fiscale israélienne acceptera quand même le jour du protocole comme étant le jour de la distribution, ce qu'on appelle le jour X, et ce jour-là sera considéré par les impôts israéliens. Donc, très important, même si vous n'avez pas le cash dans votre société qui vous permet de payer, de distribuer et verser le dividende, on demande une distribution de dividendes. On ne demande pas un versement de dividendes. Donc, faites bien attention sur ces choses-là. Pour la partie des plus-values et donc ce qu'on appelle le capital gain, là aussi, c'est une imposition qui va donc jusqu'à 25% pour les plus de 60 ans et de 25% pour les moins de 60 ans. Et là, on a une petite nuance, c'est qu'on a pour un Olé Hadash le calcul linéaire. Le calcul linéaire, c'est une formule où en fait on va calculer quel est le montant, le nombre de jours total de détention de l'actif. Ça va nous servir de dénominateur. Et on va regarder combien de jours sont passés après la fin de vos 10 ans jusqu'à la date de la vente. Ça va nous servir de nominateur. Et ensuite, on va multiplier ce ratio par la plus-value constatée. C'est un peu technique, on a un simulateur sur le site si vous voulez faire vos petites vérifications. Mais en tout cas, prenez en compte que très souvent, on entend, alors vite avant la fin des 10 ans, il faut tout que je vende, sinon je vais me faire imposer. Sur les intérêts, les dividendes, on en a parlé, c'est vrai que c'est intéressant de distribuer avant. Sur les plus-values, pas nécessairement, puisque si vous avez un titre que vous détenez depuis 10 ans, par exemple, et que vous le vendez 6 mois après la fin de vos 10 ans d'ALIA, ben, techniquement, la quote-part imposable, le nombre de jours qui sont après la fin de vos 10 ans, c'est ridicule par rapport au nombre de jours de détention totale. Donc, ne courez pas vendre tout de suite des actions qui ont une grosse plus-value. Regardez plutôt pour chaque action quel est le nombre de jours total de détention, c'est très important. On a également la possibilité en Israël, lorsqu'on a du capital gain, de profiter de l'érosion monétaire sur votre prix d'achat. Ça veut dire qu'on va pouvoir profiter de l'indexation de votre prix d'achat. L'indexation, ça va être soit en fonction de l'inflation constatée en Israël, soit sur la fluctuation de la devise étrangère. Si vous avez acheté en dollars, on va pouvoir convertir par rapport au taux du dollar le jour de l'achat et aujourd'hui pour venir en fait rehausser ou réactualiser votre prix d'achat et donc de facto diminuer la quote-part de plus-value imposable. Je le répète ici, on a effectivement, après les 10 ans, l'exonération sur les placements en devises étrangères pendant 20 ans et non pas 10 ans. Et s'il y a, après les 10 ans, des impôts qui sont prélevés à la source, je pense souvent, par exemple, les comptes bancaires en Suisse qui sont gérés en Suisse, il y a très souvent des prélèvements à la source qu'on appelle withholding tax qui figurent dans votre tax return annuel, dans votre rapport fiscal annuel qui est envoyé par votre banque, Pictet, Rothschild, Julius Baer, peu importe. Vous allez avoir là-bas une section qui est withholding tax. Cette section d'impôts prélevés à l'étranger, il faut aller vérifier quel est le pays qui a prélevé à l'étranger et ensuite consulter un fiscaliste en Israël ou un expert comptable pour en fait vérifier si jamais la convention fiscale entre Israël et le pays concerné permet une déduction totale de l'impôt qui a été payé à l'étranger ou prélevé à l'étranger, ou bien une impôt partielle. Je pense notamment à la Suisse, où il y a une déduction seulement de 2/3 de l'impôt qui est prélevé à la source et non pas de 100%. Quels sont les frais reconnus et les dépenses déductibles? Comme on l'a dit, on est imposé sur le bénéfice réel et non pas sur le chiffre d'affaires qui est réalisé dans cette activité. Donc là, j'ai mis quelques exemples les plus courants. Frais de gestion de votre gestionnaire, évidemment, ça va être le frais principal. Les frais bancaires, donc la tenue de compte, frais d'opération, transactions. Les frais de déplacement sur site. Alors, là, je précise, si par exemple vous investissez dans une mine d'or en Argentine et que vous devez prendre l'avion régulièrement pour vous rendre, vérifier, constater les évolutions et l'avancement du projet, vous avez le droit de reconnaître comme une dépense le billet d'avion et les frais d'hébergement sur place. Si vous allez vous avez un gestionnaire à Genève et que vous avez besoin de faire le point avec lui une fois par an, bah, vous pouvez faire passer le billet d'avion et l'hébergement sur place pour aller vous être posé avec votre gestionnaire à Genève, à Lausanne, à Zurich, peu importe. Frais de tenue comptable, frais de déclaration annuelle également, et les dons aux associations israéliennes qui bénéficient de l'article 46. On est dans une période très compliquée. Beaucoup de personnes font des dons. Très important de demander à récupérer le CERFA pour pouvoir déduire 35% du montant du don. Et je précise que même si vous êtes encore dans la période de vos 10 ans, les dons en Israël peuvent se conserver sur une période de 3 ans. Donc si vous terminez vos 10 ans, par exemple en 2025,
23, 24, 25, peu importe. À ce moment-là, les dons que vous avez faits en 23 peuvent être reconnus soit en 23, si vous avez de l'imposition, soit en 24, soit en 25, et ainsi de suite. Donc, très important, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aidé les Khayalim récemment. Demandez bien à obtenir un CERFA de la part de l'association à laquelle vous avez donné pour pouvoir soit utiliser maintenant cette déduction, soit pouvoir la reconnaître sur 24 et 25. Comme le disait Nathanaël tout à l'heure, la banque n'est pas autorisée à compenser une perte des années précédentes en Israël, c'est interdit. Donc si vous avez une perte on y a un formulaire que les banques donnent en Israël, c'est le formulaire 867, le Tofes Shmonamot Shishim Vesheva. Et dans ce formulaire, la banque doit reporter et lister l'ensemble des pertes qu'une personne a eues dans son exploitation financière. Et la banque n'a pas le droit d'utiliser ces pertes-là sur les années suivantes. Cette compensation, cette déduction ne peut être faite que dans le cadre d'une déclaration fiscale annuelle présentée par un expert comptable. Donc la banque en elle-même, même si vous avez fini l'année précédente avec 3 millions de shekels de pertes et que vous démarrez l'année en cours avec un bénéfice ou un intérêt de 200 000 shekels, la banque va vous prélever à la source 25% sur cette réception dans l'année en cours. Elle ne va pas tenir compte des déductions que vous aviez et des reports que vous aviez les années précédentes. Pourquoi? Eh bien simplement parce que la banque n'a pas une vision globale sur l'ensemble de vos revenus. La banque ne sait pas contre quoi vous avez potentiellement déduit déjà ces pertes et donc elle ne va pas prendre le risque de venir utiliser des pertes qui auraient peut-être déjà été utilisées précédemment. Donc très important, conservez bien les 867, demandez-les chaque année à toutes les banques dans lesquelles vous avez des placements en Israël, demandez le rapport de taxes annuelles si vous avez des banques à l'étranger et très important, conservez une trace à chaque fois de ces 867 parce qu'à l'intérieur, vous avez des pertes et ces pertes ne vont pas passer d'une année à l'autre. Elles ne peuvent passer d'une année à l'autre que dans le cadre du dépôt d'une déclaration fiscale annuelle. Un autre élément très important que me faisait remarquer Nathanaël, c'est que lorsqu'on a une perte en capital, donc un loss in capital, on va avoir une possibilité de déduire cette perte contre une plus-value immobilière en Israël. Donc si vous avez perdu, comme beaucoup de personnes, en 2021, 2022, en 2021 c'était une bonne année, mais en 2022, vous avez eu des pertes sur le marché boursier et qu'en parallèle, vous avez eu ou vous allez vendre un bien immobilier en Israël avec une plus-value importante, la plus-value normalement immobilière en Israël, elle est taxée à 25%. N'oubliez pas de constater la perte que vous avez eue sur le marché boursier pour ensuite venir déduire cette perte-là dans le cadre d'une déclaration qui est transmise aux autorités fiscales israéliennes. Vous allez pouvoir récupérer 25% sur le montant de votre perte déduit contre la plus-value immobilière. C'est très important. C'est pas automatique. La banque ne vous fera pas cette déduction. Donc, si vous avez ou vous comptez faire une plus-value immobilière, vérifiez bien si dans les 6 années précédentes, vous n'avez pas une perte en capital que vous auriez pu demander à reporter et donc à utiliser contre la déduction de votre plus-value immobilière. Nos recommandations. Alors attendez, là il y a une petite coquille avec la photo, donc on va l'enlever, c'est plus simple. Voilà. Nos recommandations ici, déclaration de patrimoine préventive l'année qui précède la fin de vos 10 ans, c'est très important. On revient là-dessus très souvent. Lorsque vous allez terminer vos 10 ans, faites une déclaration patrimoine préventive qui prend l'ensemble de vos actifs mondiaux et faites-la viser par un expert comptable. Nous, au cabinet, on propose ce genre de service. Tout simplement pourquoi? Parce que les impôts en Israël, ils ne vous connaissent pas. Ils n'ont pas de visibilité sur votre dossier ou sur vos revenus mondiaux pendant les 10 ans, avant vos 10 ans. Eux, ils vont vous connaître seulement après la fin de vos 10 ans. Et donc, quand ils vont, entre guillemets, constater que vous avez un patrimoine important et que vous n'avez pas de base pour prouver quelle était la valeur patrimoniale le jour de votre alia et la fin de vos 10 ans, ils ont une possibilité de venir vous taxer sur l'ensemble du patrimoine. Et après, la charge de preuve, elle est inversée. C'est vous qui allez devoir prouver que ce patrimoine existait, qu'il provenait d'une activité réalisée en dehors d'Israël ou bien avant même votre alia. À partir du moment où vous venez prêt, vous dites voilà, j'ai terminé mes 10 ans, voilà le patrimoine que j'avais à l'époque. À partir de là, vous pouvez, si j'ai plus de patrimoine, vous pouvez me poser des questions sur le surplus, mais vous pouvez pas me demander des questions sur ce que j'avais déjà constaté à la fin des 10 ans. On a déjà fait 90% du travail vis-à-vis de l'administration fiscale. Et comme vous le savez, on le répète ici très souvent, à la fin des 10 ans, les impôts viennent. Les impôts vous envoient un contrôle 1 an, 2 ans après. Ils viennent, ils attendent ça. Tout est noté dans leur système informatique. Ils savent exactement quand s'adresser à vous.
Pendant les 10 ans, c'est quand vous faites plusieurs voyages à l'étranger, ils ne savent pas exactement quelle est votre activité. Mais surtout, après les 10 ans, il faut bien vérifier et bien se préparer à des éventuelles questions qui peuvent venir. Et ça, c'est une règle ça, c'est une règle à retenir toujours avec les impôts en Israël. C'est que lorsqu'on ne fait rien, c'est à vous de prouver, mais lorsqu'on fait, c'est à eux de prouver que ce que vous avez fait n'est pas bien. Azak. Donc, d'où la nécessité vraiment d'anticiper une demande des impôts et de leur montrer qu'une déclaration de patrimoine préventif a été établie de bonne foi devant expert comptable, qui a été signée à la fin des 10 ans. Donc ça, c'est vraiment une astuce que dans énormément de cas, c'est des choses à faire. Même lorsque des personnes doivent monter des trusts ou faire quelle que soit l'opération, c'est toujours bien d'anticiper et de faire quelque chose pour que ce soit les impôts qui aient à prouver que ce que vous avez dit n'est pas vrai et pas le contraire. Bravo. On en parle aussi assez souvent, pardon. Essayez de constater, de vérifier si jamais vous avez une possibilité de décaler la date de votre installation fiscale en Israël. Rappelez-vous que les 10 ans démarrent techniquement le jour de votre alia, mais s'il y a un décalage entre le jour où vous avez pris la nationalité, vous avez obtenu la Théoudat Olé, et le jour où vous êtes vraiment venu vous installer fiscalement en Israël, s'il y a une période, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans peut-être, de décalage, sachez qu'il existe des possibilités pour repousser officiellement la date de prise d'effet des 10 ans et donc la fin des 10 ans qui va découler de cette date-là. Donc, vous avez compris qu'après les 10 ans, on est imposé à 25% sur l'ensemble de ses revenus mondiaux. Décaler et reporter les 10 ans peut, dans certains cas, faire des grosses économies. Important de constater et reporter les pertes. Une perte non déclarée est une perte perdue. Comme je vous le répète, les banques ne font pas de report automatiquement. Les banques vous envoient un rapport annuel. C'est à votre charge d'aller reporter et faire constater cette perte par les impôts en Israël. Si vous avez déposé une déclaration fiscale où à l'intérieur, c'est noté que vous aviez une perte, le compteur démarre, les impôts ont 4 ans pour venir potentiellement contrôler cette perte. S'ils ne viennent pas, cette perte, elle est acquise. D'accord? Si vous n'avez pas constaté la perte, vous n'avez pas la possibilité de l'utiliser. Autre chose qu'on a remarqué, il n'y a pas de déduction entre les banques, et je vais même aller plus loin, il n'y a pas de déduction même au sein de la même banque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 3 comptes bancaires, un à la Leumi, un à la Poalim, un à la Discount, les banques ne se parlent pas entre elles. Si dans la Leumi, vous avez des pertes et à la Discount, vous avez des gros gains, la Discount, ils vont prélever 25% à la source parce qu'ils ne savent pas ce que vous avez, et la Leumi, ils vont vous donner la perte et libre à vous d'aller ensuite faire la déduction et la compensation annuelle. Je vais même aller un petit peu plus loin. À la Leumi, vous avez 3 comptes, un compte positif, 2 comptes négatifs. La Leumi ne va pas aller faire le distinguo et faire le cumul des 3, même si c'est géré dans la même banque. Un compte bancaire est un client distinct, même si vous avez 3 comptes rattachés à la même personne, chaque compte est séparément traité par la banque. Et donc, faites bien attention, il n'y a pas de communication et de déduction automatique par la banque. Des choses qui reviennent très souvent, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui détiennent des actions américaines. Faites bien attention à la succession aux États-Unis. Rappelez-vous que si vous détenez des actions américaines d'une valeur de plus de 60 000 dollars, il y a ce qu'on appelle un massisavon, un impôt sur la succession à payer aux États-Unis. Donc faites bien attention à ça. Si dans votre portefeuille, vous avez des actions ou des titres américains d'une valeur de plus de 60 000 dollars, l'eau allez-nous, mais le jour où vous atteignez vos 120 ans, eh bien, il y a un impôt sur la succession à faire. Il y a des options et des opérations à faire pour éviter cet impôt. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes concerné. Vérifiez également votre statut d'Olé Hadash auprès de la banque. Très souvent, il y a des clients qui sont venus nous voir en nous disant non mais moi la banque elle sait, je suis Olé Hadash, elle me prélève rien, elle me prélève rien. On leur demande quand même de nous envoyer les 867 où à l'intérieur on va pouvoir jeter un œil sur le traitement fiscal et dans quelques cas, mais les sommes sont importantes, il n'y avait pas le statut de Olé Hadash ou en tout cas pas toutes les années. Et donc la banque israélienne allait prélever à la source automatiquement 25% parce que pour la banque, cette personne n'était pas dans ses 10 ans. Et donc, nous, après, on doit aller s'adresser à l'administration fiscale israélienne et aller récupérer les impôts qui ont été prélevés à la source par erreur. Donc, vérifiez bien, déjà sur les années précédentes, si la banque vous a bien attribué en tant qu'Olé Hadash, et également vérifier que votre statut est bien à jour, qu'ils ont bien la date de votre alia, que dans les ordinateurs, ça se calculera automatiquement la fin des 10 ans à la date anniversaire. Et ça concerne également les personnes qui intentionnellement ne sont pas inscrits à la banque en tant qu'Olé Hadash, quelle que soit la raison, parce qu'ils avaient peur peut-être par rapport à la France, ils ont dit on préfère être complètement résident israélien. Sachez qu'un Olé Hadash, c'est un résident israélien
un vrai résident israélien. Donc, même si les années précédentes, ils avaient intentionnellement été enregistrés à la banque en tant que résident israélien, mais qu'ils étaient au Lechadash, même pour ces personnes-là, on peut demander un remboursement d'impôt qui a été injustement prélevé, tout à fait. Puis ça me permet de terminer sur ça. Vérifier tous les ans, je répète, par un cabinet d'expertise ou par un fiscaliste, si vous n'avez pas des pertes potentielles, si vous n'avez pas des déductions, s'il n'y a pas des jeux qu'on peut faire de compensation, si vous n'avez pas, si vous le calcul de l'érosion monétaire a bien été calculé. On a vu énormément d'erreurs en 21. Il faut savoir que les banques ont changé leur TOFES, leur formulaire. Très souvent, les calculs sur l'érosion monétaire n'étaient pas toujours le plus favorable disponible. Donc, vérifiez bien, faites des vérifications par des cabinets d'expertise, par des fiscalistes, parce que quand on parle de 25%, c'est 25% flat, d'accord? C'est pas un taux d'imposition marginal de 25%, c'est les banques prélèvent 25% sur tous vos revenus. 25%, c'est quand même beaucoup, donc ça vaut le coup d'aller vérifier. Voilà, j'espère qu'on a tenu les délais.